Bonjour François Bayrou. Bonjour. Des militaires de Sangaris soupçonnés donc d'abus sexuels sur des enfants à Bangui en Centrafrique. Les accusations sont particulièrement graves si les faits sont avérés, c'est ça hein? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce type d'affaires? On peut dire quelque chose de très simple. Ouais. S'il y a des manquements aussi ignobles que ceux qu'on signale, ces manquements doivent être poursuivis et doivent être punis avec la plus extrême rigueur. Et j'imagine que tout le monde sera sur la même ligne et exprimera le même jugement. Alors, la justice française enquête vraisemblablement depuis de longs mois. Il aura fallu attendre, c'est sur la foi d'un rapport interne de l'ONU, hein, ce n'est pas rien. Il aura fallu attendre qu'elle soit révélée dans la presse britannique. L'armée, c'est la grande muette. Le silence est-il toujours de rigueur dans ce type d'affaires? Il ne l'est pas. On est en train de voir Ouais. que dès l'instant qu'il y a des faits de cette gravité, Ça sort par une fuite. forcément, il y a ici ou là des communication. J'imagine que il faut d'abord et avant tout que les faits soient prouvés et de ce point de vue-là, nous sommes nous aussi en attente de ce que les enquêteurs de l'armée française diront, mais aucun silence et aucune inaction en face de faits d'une telle gravité. Même au risque de fragiliser des troupes qui sont en opération spéciale sur zone en Centrafrique. Il n'y a pas de fragilisation lorsque des faits aussi ignobles sont commis s'ils sont avérés. Alors l'affaire éclate, quelle ironie, hein, le jour même où François Hollande donne un coup de pouce aux armées, une rallonge de près de 4 milliards d'euros. Sur plusieurs années. Sur 3 ans, hein. Ouais. C'est le bon choix, François Bayrou, ça? Soutenir les efforts de l'armée, c'est nécessaire. On ne peut pas baisser la garde lorsque le monde est aussi dangereux qu'il l'est, lorsque les menaces sont aussi importantes, lorsque les risques sont avérés comme ils le sont. Et nous avons la chance et la charge, nous, la France, d'avoir la possibilité de répondre par des actions militaires. C'est une chance parce que nous sommes un des seuls pays du monde à avoir cette capacité, et c'est une charge, parce que tout le monde voit bien évidemment que ça coûte. Donc on ne peut que approuver les choix qui sont faits lorsqu'ils maintiennent l'effort. Mais je voudrais ajouter une chose. Oui. Je pense que cette contribution ne doit pas empêcher de réfléchir à l'organisation de nos armées. Je vais prendre un exemple que nous avons tous les jours sous les yeux. L'opération Sentinelle, celle qui organise les patrouilles Après les attentats, les patrouilles de soldats dans les lieux publics, dans les monuments officiels. L'opération Sentinelle, elle est évidemment elle occupe beaucoup d'hommes. Mais ces hommes-là sont des professionnels qualifiés, formés. À Pau, nous avons la plus grande base d'hélicoptères de combat d'Europe. Et ce sont des personnels extrêmement qualifiés, depuis des mécaniciens de haute volée jusqu'à des servants d'appareils informatiques et numériques, de vision nocturne, etc. Est-ce que c'est le travail de professionnels aussi qualifiés que d'aller faire de la garde statique dans les lieux publics? Vous voyez bien qu'il y aurait une toute autre organisation. Qu'ils ne sont pas à leur place? Non, je pense que simplement il pourrait être mieux utilisé, que on met à la charge de l'armée opérationnelle, d'intervention. Oui. On met à sa charge un travail nécessaire de surveillance qui devrait être accompli par une autre organisation de défense civile. Vous savez bien que les États-Unis ont la garde nationale, par exemple, c'est-à-dire des personnes Vous pensez qu'on pourrait rappeler les réservistes en France? Oui, je pense qu'on pourrait utiliser des personnels qui seraient moins formés à l'intervention extérieure et à tout ce qu'elle comporte comme technicité, et que ce serait une meilleure utilisation de la ressource humaine et des capacités de nos armées, et aussi évidemment que ça serait moins cher. Alors François Bayrou, une partie de la droite, 3 années après l'élection présidentielle, ne vous pardonne toujours pas d'avoir appelé en son temps à voter François Hollande, Nicolas Sarkozy en tête. Le MoDem, le mouvement démocrate, est-il aujourd'hui compatible avec l'UMP? Je vous pose la question parce que vous êtes en plein préparatif des élections régionales. Eh bien, c'est très simple. Il y a un courant. Pardonne pas, hein. Il y a
tout cela n'a aucune importance, c'est la polémique politique habituelle et je ne suis pas très accessible à la polémique politique habituelle. Ça vous chapitre pas d'être brocardé dans des meetings tout cela n'a strictement aucune importance. Mais regardons le fond, parce que c'est le fond qui est important. Il y a dans la société française, dans la démocratie française, un courant d'opinion qui est un courant que j'appelle central, qui est un courant réformiste et modéré, qui ne veut pas qu'on entraîne la France, notre pays tout entier, dans une espèce d'affrontement interne, de division, dans lequel on dresse une partie de la France contre l'autre partie pour tout un tas de raisons. Eh bien, c'est ce que je dis depuis plus de 10 ans et que je maintiens. Ouais. Et la preuve que c'est un succès, c'est que vous m'invitez régulièrement pour le répéter. Et donc, c'est pas faux. C'est parce que c'est une sensibilité que ressentent beaucoup de Français qui veulent qu'on soit équilibré dans les réponses qu'on donne aux défis de notre temps. Équilibré, ça veut dire qu'on est inflexible lorsqu'il s'agit de faire attention aux menaces et aux risques, mais qu'en même temps, on refuse de couper la société ou de souffler sur les braises qui ne demandent qu'à flamber dans une société où il y a des sujets qui, vous le voyez bien, sont des sujets... Ça, c'est votre définition de ce courant central. Oui, c'est un courant central. Qui va où, de M. Juppé à M. Valls, par exemple Quelque chose comme ça. Voilà des noms, des sensibilités de cet ordre. Ouais. Or, vous me demandez, est-ce que vous êtes compatible? Mais bien sûr, je suis prêt à travailler à tout instant, avec tous ceux qui respectent cette exigence d'équilibre et qui ne se laissent pas aller ou qui ne choisissent pas d'aller à l'excitation des divisions du pays. C'est une société en crise, vous savez bien qu'elle affronte des mutations immenses. On ne peut pas et on ne doit pas en faire un lieu d'affrontement interne. Un pays, c'est une unité, c'est comme une famille. Et voilà exactement pourquoi il y a des personnalités, qu'importe leur étiquette, avec qui nous nous sentons en phase et prêts à travailler, d'autres devant qui nous disons attention. La politique, c'est aussi une incarnation des femmes et des hommes. Donc, en clair, vous ne pouvez pas aller avec M. Wauquiez en Rhône-Alpes, Auvergne, ni avec Christian Estrosi en Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce qu'ils incarnent cet autre versant que vous aimez moins, en fait. Dans la période où nous sommes, comme vous l'avez dit à juste titre, qui est une pré-campagne, ces élections viendront dans 8 mois, on a le temps. Nous avons le devoir de présenter une autre approche et une autre sensibilité. Des listes et des candidatures. Et une autre sensibilité. Je pose une question. À quoi cela sert-il d'annoncer que le Front National est la cible et l'ennemi numéro 1, si c'est pour reprendre exactement ces mots, ces phrases et ces obsessions? Pensez à qui, là? Non, vous savez très bien à Christian Estrosi, c'est ça, et ses récentes déclarations. À quoi et à qui je pense. Et donc, à quoi cela sert-il? Il faut une cohérence, en tout cas nous avons besoin d'une cohérence qui présente devant les électeurs, si on veut en effet se séparer de ces obsessions, qui présente une autre approche. Une approche qui ne ferme les yeux sur rien, mais qui en même temps ne se laisse pas entraîner à cette... perpétuellement verser de l'essence sur le feu. Ça signifie quoi, François Bayrou? Parce que l'interview est presque achevée, malheureusement. Nicolas Sarkozy doit clarifier cette future UNP, les Républicains, peu importe. Je ne donne pas des leçons. Je ne donne pas de leçons aux autres. Je parle de l'attente de millions de Français avec qui je me sens en phase, et même si vous voulez que je représente dans le débat politique national, et qui disent, écoutez, nous avons des choses précieuses à défendre, et nous ne voulons pas nous laisser entraîner à avoir un pays qui est perpétuellement dans cette excitation de ce que les gens ont au fond d'eux-mêmes, qui est en effet l'envie de cibler et de détester des compatriotes, parce que nous avons besoin de vivre ensemble. Question ultime et brève réponse, si c'est possible. Vous voyez toujours François Hollande? Non, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. C'est fini, ça. C'est pas fini. Si François Hollande veut rencontrer les responsables politiques, bien entendu, je le verrai. Et si Nicolas Sarkozy voulait rencontrer les responsables politiques, bien entendu, je le verrai. Parce que je considère que nous sommes, les uns et les autres,
co-responsables de l'avenir du pays. On a besoin de travailler ensemble. Et c'est peut-être la marque de fabrique différente que cette manière de compréhension mutuelle et de clarté dans le débat que je porte dans la politique française. Merci François Bayrou. Merci.